J'étais assez choqué quand j'ai appris qu'il y a des rapports de l'ONF et des rapports des études qui montrent qu'a priori, dans 50 ans, ces chênes pédonculés ne seront plus là. Donc ils sont déjà plus dans leur zone de confort, ils sont déjà plus dans leur écosystème naturel, on les aura peut-être dans des endroits privilégiés mais pas de partout. Même les pins sylvestres seront peut-être plus là, donc on a vraiment le climat de la Méditerranée qui va remonter. Et ça va remonter beaucoup plus vite que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Voilà, une question qu'on se pose ici aux alvéoles, c'est comment est-ce qu'on peut s'adapter, quel paysage pour les prochaines années en fait. Nous on passe nos journées à planter des arbres ici, mais les arbres qu'on plante, ils doivent pouvoir pousser dans 50 ou 100 ans. Et ça va être des conditions dont on n'a même pas idée, on n'arrive pas à s'imaginer ce que ces arbres vont vivre. Est-ce qu'ils vont vivre avec des températures de 50 degrés? Est-ce que tout change déjà vite? Et puis le paysage va devoir s'adapter. Et la question c'est comment est-ce qu'il s'adapte et comment est-ce que nous on arrive à s'adapter à ça aussi, parce que ça va devenir compliqué. On est dans la Drôme, dans le Val de Drôme, là, dans des paysages magnifiques, des paysages de carte postale. On est sur notre terrain pilote, notre terrain d'expérimentation et de production, où on explore un peu des paysages comestibles, on explore aussi le paysage peut-être de demain, le paysage face au changement climatique. Et on se pose tout un tas de questions. On hérite de ces territoires et de ces paysages des ancêtres. Il y a eu plein de générations qui sont passées là, qui font qu'on a le paysage qui est là, qui ont pris soin de ces forêts qui semblent sauvages mais qui ont été quand même jardinées, qui ont créé ces prairies, qui ont pris soin des ruisseaux, des rivières, etc. Il y a eu un équilibre qui s'est créé entre les gens qui habitent ici depuis longtemps. Ils ont appris à subvenir à leurs besoins. Le terrain qu'on a ici, c'était avant une ferme vivrière avec des gens qui vivaient chichement mais qui vivaient en autonomie sur leur terrain. C'est des terres qui sont pauvres, des terrains maigres, pauvres, plutôt pour l'élevage, avec peu d'eau et beaucoup de chênes et de pins, donc c'est déjà des territoires relativement secs. Et on se rend compte qu'on est un petit peu au front face au changement climatique, donc c'est des paysages qui répondent assez vite en fait, qui sont assez sensibles, assez fragiles. Parce qu'on est posé, là les chênes qui sont ici, ils sont grands, mais ils sont posés sur 10 cm de terre, on a le caillou juste en dessous. Il y a juste ce qu'il faut d'eau pour eux, en fait. Ils ont appris à pousser avec cette eau-là, mais s'il y a 2 ou 3 semaines de sec en plus chaque année, ou que la nappe descend de quelques dizaines de centimètres, déjà ça fait une grosse différence pour eux. Voilà, les forêts, c'est vraiment le système par excellence pour gérer le cycle de l'eau, pour le tempérer. Les sols forestiers sont des vraies éponges, plein de champignons qui gardent l'eau. Donc un sol forestier, il garde 10 fois plus d'eau qu'un sol de prairie aussi. Et il y a les arbres qui jouent un rôle aussi là-dedans, dans le cycle de l'eau. Donc c'est quelque chose qui nous passionne, moi, qui m'impressionne aussi de voir à quel point localement, on a vraiment avec des choses simples, des graines, du terreau, du compost, parfois une mini-pelle. C'est vraiment l'interface entre l'observateur, celui qui le vit, et le climat et l'écosystème. Ces paysages, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit aussi avec nos sens, avec l'odorat, l'ouïe, mais aussi avec le toucher. Et c'est aussi ce qui nous nourrit finalement. Mais
aujourd'hui, tout s'accélère et donc on doit aussi anticiper ça pour s'adapter plus vite. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre à ça. Jouer notre rôle un petit peu de micro-organisme sur la planète. Incroyable ça. On a du mal à imaginer quand il pleut pas à quel point ça peut couler sur la terre. Dès que la terre, surtout sur des terrains argileux comme chez nous, dès que la terre est un peu gorgée d'eau ou qu'elle est un petit peu compactée en surface, ça coule, ça se barre. Alors, ça sert à rien qu'il pleuve pendant 3 jours d'affilée si on la récupère pas cette eau. Et là elle file tout droit à la rivière, tout droit dans la Drôme, au Rhône et à la mer. Allez hop, retour à l'envoyeur. Non, là il faut qu'on la garde. Si on la garde, qu'on l'infiltre, on recrée un petit cycle. Là, il y a des plantes qui transpirent, il y a l'évapotranspiration, il y a de l'humidité dans l'air, ça se condense, ça fait des petites pluies, de la rosée. On recrée un cycle localement. L'eau, il faut qu'elle circule localement. Si on la renvoie dans le grand cycle, et ben après on peut l'attendre. Après, c'est comme ça que ça se dérégule, c'est comme ça qu'on l'attend, qu'on ne sait plus quand elle vient. Il y a Puis on est sujet là au grand cycle, aux grandes perturbations, au changement climatique. C'est pour ça qu'il faut mettre des arbres aussi. Mais les arbres, ils ont besoin d'eau. Donc on commence par l'eau, puis après, après on peut faire pousser des plantes. Puis quand ça pousse, ça se met en place. Il y a un petit microclimat qui fait que les plantes sont mieux. Plus il y a d'humidité dans l'air, moins elles transpirent, moins elles ont besoin d'eau. Moins elles ont besoin d'eau, plus elles peuvent les garder au niveau des racines, plus le sol reste humide. Ah voilà, ça marche quoi. Et c'est ce qu'on commence à voir aussi, ça fait plaisir, regarde-moi. Regarde, les mares sont pleines d'eau, ça dégueule de partout, puis hop, ça revient dans une baissière, c'est restocké. L'eau, elle met un moment avant de filer à la rivière quand elle tombe sur ce champ. C'est facile de voir la différence. Hein. Puis alors, le système, il est en place pour des années et des années. Hein. Je pense que dans des centaines d'années, ça marche encore pareil dans ce champ. Sauf qu'en plus, il y aura une forêt. Alors là, on est tout bénef, tout gagnant. Oui. Et puis on a des sorbiers aussi, donc ceux-là on va les mettre un peu après. Des cormiers. Les cormiers ils sont plus grands, on va les mettre plutôt sur les 2 terrasses d'en dessous. Donc là sur celle-là, moi je vais mettre pour l'instant que des pommiers, là où tu as déjà semé du trèfle. Ouais, sur les 2 terrasses là. Voilà. Et celle-ci. Et sur celle-là, tu as mis du trèfle aussi, sur les pommiers poiriers. On a mis un peu de trèfle et après on reviendra avec d'autres trucs. On a de la consoude, de la bourrache, on va mettre du monde après. Je l'ai là la consoude si tu veux. Ah voilà, ouais, super. On les enterre à combien les mauvais? Direct, pommier et consoude ensemble. Ah. Et j'ai retrouvé les frênes aussi. C'est des frênes angustifolia, ils tiennent bien le sec. On fait des fruitières de semis pour que les arbres aient leurs racines pivots propres et qu'elles résistent, on suppose qu'ils vont mieux résister au sec. Même si là on a l'impression qu'ils ont autant d'eau qu'il faut, l'été c'est pas tout à fait le cas. Donc l'idée c'est que vraiment ils aillent chercher au plus loin possible avec leurs pivots, qu'on les dérange le moins possible histoire qu'ils soient bien costauds pour les années à venir et le changement climatique qui nous attend. Allez, c'est parti.
à la fois on peut faire beaucoup de choses chez soi, mais à la fois il va falloir aussi avoir une vision d'ensemble, surtout quand on parle de l'eau. Quand on parle de l'eau, ça devient complètement essentiel d'avoir une vision d'ensemble et d'avoir une vision collective. Et je pense que ça peut aussi être un des ferments de la communauté. C'est-à-dire qu'on fait une commune, on dessine des communes à travers des territoires qui existaient déjà avant nous, mais finalement ce qui nous rassemble, c'est la gestion de nos ressources. Comment est-ce qu'on gère collectivement ces ressources sur un territoire, et l'eau, c'est sûrement une des premières ressources à gérer collectivement. Comment est-ce qu'on la stocke, comment est-ce qu'on l'infiltre, comment est-ce que... À un moment donné, il faut la clé du système, la clé pour enclencher le moteur quand il est au ralenti. Et cette clé, c'est la gestion de l'eau. C'est comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait de l'eau. S'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et quand il y a de la vie, il y a de l'eau. It's not because God is now giving me more and doing more. It's because I have learned more of what I've got. And I learned to stand for who I am in Christ instead of who I'm tempted to be out in the flesh. You know, Christians have even accepted this thing that you should fall apart like a $2 suitcase every time something happens to you. You know what? Who I am in Christ is not affected by external things out here. And I've learned to change my identity over to who I am in Christ, and that's the same at all. I'm going to tell you what's exactly on my mind. And I personally don't care if I say it right or I say it wrong. I'm just going to